Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 avril 2021, une petite vidéo à la hâte cette fois-ci, parce qu'il se fait tard et une journée, somme toute, assez occupée à l'Atelier Librairie, le livre voyageur. Alors, pour poursuivre d'une certaine manière la réflexion spontanée, amorcée avec la recluse Jeanne Lebert, j'aimerais évoquer pour vous cette autre recluse ou semi-recluse, Rina Lanier. Cette poète pour laquelle j'éprouve un intérêt, je dirais même presque grandissant. Pourtant, ça fait au moins 20-25 ans que je lis ces recueils de poésie. J'en fais les louanges, n'est-ce pas? Car une des fonctions, je pense que l'une des fonctions pour lutter contre les deux censures, celle avec un S, celle avec un C, eh bien, c'est pratiquer les louanges. Alors, tout de suite, on pense à les louanges du Seigneur. Dans le cas de Rina Lanier, oui, c'était une croyante. Mais c'était une croyante, et ce qui est assez étonnant avec cette croyante recluse qui vivait à Joliette et qui consacrait tout son temps à confectionner des ouvrages de poésie. Ouvrages de poésie à la fois d'une grande beauté, parce que elle vivait entourée de beauté. Sa maison, à l'arrière de sa maison, il y avait un vaste jardin qu'elle entretenait avec passion. Elle lisait et elle était également traductrice. Alors, elle a traduit ses propres poèmes, mais c'est une constante chez beaucoup de poètes contemporains d'être également des traducteurs. Et je pense que certains d'entre eux se sentent à l'étroit dans un carcan avec leur propre langue maternelle. Et quant au... Et que c'est une manière de, bon, on le sait, vous connaissez la formule, traduire, c'est trahir, mais peut-être y a-t-il des trahisons qui sont nécessaires. Évidemment, la question du Québec, elle est complexe parce que on s'accroche à notre langue, à cette langue maternelle, qu'on qu'on apprend avec difficulté dans un contexte non naturel et non renforcé par des instances étatiques. Le pouvoir n'est pas le pouvoir réel, effectif, n'est pas du côté de la langue française. Et notre langue que l'on parle, c'est une langue aussi abattardie, ponctuée d'anglicismes, et qui n'est pas non plus le fait d'une anglomanie, et qui ne révèle pas non plus une forme de snobisme. Parfois, souvent même, on utilise les mots anglais, faute de connaître l'équivalent français. Et comme nous baignons dans un univers de mots anglais, alors spontanément les mots anglais nous viennent à la bouche. Et tandis que l'usage du terme français est un arrachement, est une conquête. Alors les poètes traducteurs qui ont le bonheur de naître dans un pays où la langue officielle n'est pas menacée, ont la possibilité, en tout cas, de trahir sans voir le sol se dérober sous leurs pieds. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus complexe parce que
on ne peut pas aller de trahison en trahison sans se dissoudre, sans se, sans se fondre dans le grand magma anglo-saxon. Et c'est peut-être difficile à comprendre pour un locuteur d'une autre langue. Alors, et depuis quelque temps, ayant échoué à la fois dans l'établissement de la colonie, il faut quand même le dire, et également ayant échoué aussi par 2 reprises à, à l'indépendance, qui n'aurait rien réglé au niveau du problème existentiel, mais nous aurait obligés, je dis souvent en boutade, moi je suis un indépendantiste aussi, à la fois spinoziste, mais à la fois par sadisme. Je souhaiterais qu'on soit confronté à toutes les difficultés propres à un peuple qui s'est doté d'un état réel. Alors, d'un état réel avec tout ce que ça suppose comme négativité et d'engagement. Et cet échec-là est aussi confortable pour nous, l'échec de l'établissement de la colonie et l'échec de l'accession à l'indépendance, c'est qu'il nous libère de la responsabilité. Ce n'est jamais de notre faute, quoi qu'il advienne. C'est vrai que l'état de coloniser, c'est quoi la plus facile définition qu'on peut donner de l'état de coloniser? C'est celui qui ne décide pas pour lui-même. On décide à la place d'eux. Et sans arrêt, on le voit, bon, on tente des bricolages constitutionnels pour se faire rappeler constamment par le monde, l'univers des juges, qui est la... les juges ne sont pas... sont le reflet d'une structure, mais ils ne sont pas le pouvoir politique. Et sans arrêt, les juges qui sont d'obédience, la Cour supérieure, qui sont nécessairement d'obédience fédéraliste, vont toujours aller dans le sens des intérêts supérieurs de l'État fédéral, de l'État national, qu'est le Canada. Alors, et encore là, on a recours à ce qu'on appelle la clause non-obstant, qui permet aux provinces de se dérober à quelques indications constitutionnelles, à quelques mécanismes constitutionnels, mais pendant un temps assez court, c'est-à-dire 60 mois. Et après, tout est à reprendre. Donc, on est toujours pris dans une sorte d'engrenage où on ne franchit jamais le pas de l'affranchissement, et ce n'est même pas des gains qu'on obtient, c'est une suspension. Alors, on est toujours suspendu, hein, entre 2 réalités qui est de plus en plus dévorante. La réalité de notre affaiblissement, tant au niveau numérique qu'au niveau du nombre, au niveau démographique, et au niveau aussi du simple fait que l'anglais est devenu l'espéranto planétaire, et toutes les langues sont devenues des langues minoritaires. Bon, le français échappe un peu à cela grâce à son prestige européen, grâce au fait qu'il a marqué l'histoire occidentale par ses avancées et aussi par ce qu'il a apporté à la civilisation occidentale. Alors le français, malgré tout, d'une certaine manière, résiste. Bon. Mais au Québec, c'est une résistance qui est opiniâtre, qui est difficile. Et nous en discutions hier avec mon ami Robert Hébert, de voir, Robert s'étonnait de ressentir l'incuriosité des intellectuels québécois par ce qui s'est passé avec les poètes et
auteurs américains qui, dans certains cas, se sont établis en France, ou en tout cas y ont vécu, et qui, eux, se sont mesurés à la culture française, et en même temps, en se mesurant à la culture française, ont trouvé des points d'appui, ont trouvé des relais afin de traduire, afin de trouver des gens qui étaient pour traduire en français leur propre poésie. Et cette poésie américaine s'étant coltinée avec la culture générale française et ayant trouvé des appuis, les poètes américains sont traduits par des Français et qui reviennent au Québec, labellisés par des traducteurs français. Il y a quelques années, j'avais dans le ghetto McGill, dans un café, j'avais vu un jeune homme lisant Derrida en anglais. Alors vous imaginez un peu le parcours aussi. Le jeune homme vit dans un presque pays dont le français est quand même encore la langue majoritaire, la langue parlée par la majorité, et avec la possibilité donc de trouver des locuteurs pour pouvoir échanger, et grâce supplémentaire, avoir accès aux penseurs français les plus importants et de pouvoir les lire dans le texte. Eh bien non, il lisait Derrida. Alors voyez un peu, nous, on va lire Louise Gluck quand elle va être traduite. D'ailleurs, les traductions sont arrivées. On va lire Brotagen traduit, après avoir fait le tour, après avoir transité vers l'Hexagone. Il va nous revenir par le port de Montréal et il va se retrouver dans certaines librairies de Montréal. Tout ça quand les auteurs, parfois américains, sont à 45 minutes de la frontière canadienne. Alors c'est cette espèce de brouillard dans lequel nous sommes. Et il faut rajouter aussi tous ces poètes de William Carlos Williams, de Wallace Stevenson, d'Ezra Pound, Henry Miller, Hemingway. La liste est longue, hein? Gertrude Stein, Nathalie Barney, en tout cas, je vous nomme ceux qui me viennent en tête, ont tous, Dos Passos, ont tous été, même Kerouac, mais Kerouac, c'est assez... Kerouac, il est... le cas de Kerouac est assez pathétique, parce que Kerouac, quand il débarque à Paris, il est complètement largué, il est perdu, il est terrifié. Et quand il va en Bretagne, sur les traces du premier Kerouac, il se tape des cuites mémorables. Il est presque en train de devenir fou. Parce qu'évidemment, la québécitude de Jack Kerouac lui remontait là, à la gorge, lui l'accablait au fond. Parce que là aussi, c'est le périgrin. Le périgrin, mais lui, c'est dans son corps, on peut dire, que Kerouac. Dans son corps, dans sa genèse, dans son ontogenèse, dans sa naissance langagière, qui remontait aux sources, parce que la première langue de Kerouac, c'est le québécois, c'est le canadien-français, si vous préférez, sa langue maternelle, mémère, et il est venu, pour Kerouac, l'anglais était une langue étrangère, qu'il a fini, évidemment, comme vous le savez, maîtriser à merveille. Mais il a continué quand il rendait visite à Lowell, à sa vieille mère, canadienne-française, Gabrielle. Eh bien, c'est dans le sabir canadien-français dans lequel il s'exprimait. Alors, Kerouac, faut prendre conscience que c'est tout le corps de Kerouac qui était lesté par à la fois cette expérience de l'exil des Canadiens français vers les États-Unis, exil marqué par la pauvreté,
marqué aussi par des politiques, ce qu'on ne dit pas assez, marqué par des politiques fédérales qui incitaient des compagnies. Comment Montréal a cessé d'être la capitale économique du Canada? Ça s'est fait au début du siècle, ça s'est pas fait en 1960, avec la montée des nationalistes, comme on nous le répète ad nauseam, et la prise du pouvoir par le Parti québécois. Ça s'est fait au début du siècle, avec des subventions importantes octroyées à des compagnies établies, des manufactures établies à Montréal, qui se retrouvaient, euh, avantage fiscal oblige, se retrouvaient en Ontario. Et c'est comme ça que l'affaiblissement économique de cette province, le Québec, province populeuse, province aussi assez débrouillarde, assez courageuse également, c'est là que ça s'est joué. Alors donc, les Canadiens français, ne trouvant pas d'emploi sur leur territoire, ont été contraints à l'exil. Contraints à l'exil par des politiques réfléchies d'appauvrissement volontaire. Alors, mais la communauté de Lowell, la communauté dans le Massachusetts, la communauté canadienne-française, elle était extrêmement puissante, elle était extrêmement organisée, car elle était également en cheville avec la redoutable machine vaticane. Et il y avait une lutte aussi entre les deux courants catholiques pour savoir qui établirait le plus de missions à travers l'Amérique et les Antilles, à savoir les Irlandais et les Canadiens français. Les Canadiens français ont perdu également cette bataille aux mains des Irlandais, et l'Église américano-irlandaise est devenue extrêmement, extrêmement puissante, au détriment toujours de la province, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça dans la configuration vaticane, la province de Québec. Et donc, Kerouac, à la fois donc portait cet héritage de l'exil dans son propre corps, a appris l'anglais, il avait peut-être 7 ou 8 ans, donc l'anglais était une langue étrangère, donc une langue à conquérir, de la même manière que pour un Québécois d'expression française, la langue française est une langue à conquérir aussi. Alors vous voyez, c'est une langue à conquérir. Alors, et quand on réussit à bien parler l'anglais, eh bien, c'est pas une conquête. Ça, c'est dans l'ordre des choses. C'est appartenir à un régime universel. C'est appartenir à la grande communauté de tous ceux qui parlent l'anglais comme langue seconde. Mais le québécois, c'est même pas une gloire à la limite. C'est même pas une gloire, c'est presque dans l'ordre des choses. Tandis que l'apprentissage du français, le désir de bien s'exprimer, le désir de bien écrire, hein, même si pour beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains, ce désir-là de bien écrire est presque une faute morale. Mais pour le Québécois, c'est pratiquement sa seule issue, mais cette issue-là est presque condamnée. Alors, vous voyez. Alors, pour revenir à Kerouac, donc, je pense finalement, je vais laisser faire ce soir Rina Lanier. J'en reparlerai une autre fois. Parce que elle, Rina Lanier, c'était une recluse, elle aussi, dis-je. Et c'est important parce que trouver une manière, faire de telle sorte que le corps, votre corps, puisse dire quelque chose, puisse faire advenir quelque chose. Et ça serait quoi au fond un poète, ou même, ça serait quoi au fond un écrivain? Un écrivain, c'est quelqu'un qui parle avec son corps. C'est quelqu'un qui utilise toute sa personne pour
pour produire des effets, pour produire des effets d'existence, pour produire des effets sonores, pour produire une sorte de visibilité, une sorte de visibilité sur deux pattes. En fait, le poète offre par la preuve sa présence. Alors, je vous racontais souvent Gilbert Langevin, que j'avais, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il est décédé déjà en 98, si ma mémoire est bonne. Gilbert Langevin incarnait parfaitement cette parole et cette présence. On savait tout de suite, dès qu'il rentrait dans une pièce, un poète entrait dans la pièce. Et je sais, il incarnait tellement, tellement la poésie. Il échappait, lui, au malaise dans la poésie, que écrire, au fond, il se déchargeait de sa tâche de poète en assemblant à toute hâte des recueils de poésie, mais qui étaient parfaitement maîtrisés parce qu'il les avait incarnés. Alors, vous comprenez l'idée? Il s'agit de trouver le moyen que la censure avec un C n'agisse pas sur vous, et de trouver le moyen aussi par le silence, la réclusion, la marche, la réintégration de la puissance de votre corps. Il s'agit de déjouer les raies qui sont internes, qui sont une sorte de puissance famélique agissant sur notre esprit, de la censure avec un S. Alors, voyez Bernard Noël, oui, Bernard Noël était obsédé aussi. Il souhaitait que ce concept de la censure avec un S soit diffusé le plus largement possible, que les gens prennent conscience que ce qu'on leur servait ou ce qu'on leur empêchait d'avoir accès, c'est-à-dire ce que le corps ne pouvait plus dire par la censure en bonne et due forme, et que la censure, elle, défaisait, la censure avec un S, défaisait toutes les possibilités d'appréhender le monde, de lui trouver du sens aussi. Alors c'est aussi ça la tâche des poètes, c'est d'être. C'est d'être. Est-ce qu'un poète est obligé d'écrire? Est-ce qu'un écrivain est obligé d'écrire? Des fois, j'aurais tendance à penser que non. Ça existe aussi. Hein? Il y a des écrivains de la négativité, ça existe. Des écrivains qui ont refusé d'écrire, ça existe. Oui, ça existe. C'est étonnant, mais ça existe. C'est sûr, on ne les verra pas. Ils feront pas ils n'auront pas des ventes fabuleuses et on ne les retrouvera pas non plus assis dans un hall d'exposition d'un salon du livre, par exemple. On ne les retrouvera pas là. Mais c'est possible qu'on les voit dans la foule, anonymes, jetant un coup d'œil aux étals des uns et des autres, se faufilant rapidement entre les divers lignes de fans qui attendent de se faire signer un ouvrage par un auteur à la mode. Alors, il est possible que l'écrivain, lui, celui qui n'écrit pas, eh bien, enregistre tout, que son corps enregistre tout. Alors, je conclus là-dessus. Je ne vous parle pas de Rina Lanier. Je pensais qu'elle durerait 15 minutes maximum. Je pensais vous offrir 2 ou 3 poèmes de Rina Lanier. Je vais y revenir sur Rina Lanier, qui a été 2 fois en lice pour le Nobel de littérature, ce qui n'est pas rien. Il y a Régent Ducharme aussi qui a été en lice pour le Nobel de littérature en 1995, lors du référendum de 1995, et peut-être il avait été, entre autres, c'est le Clésio
qui avait moussé sa candidature, qui a fini par l'obtenir lui aussi, qui avait moussé donc la candidature, et si le Québec avait accédé à son indépendance en 95, peut-être l'année suivante, aurions-nous eu le premier Nobel de notre histoire, le premier Nobel de littérature de notre histoire. Bon. L'histoire avec un grand H en a décidé autrement, mais qui sait. Mais dans le cas de Rina Lanier, elle, par 2 fois, elle a été en lice. Alors, voilà. Alors, je vais me quitter avec cette dernière image de Kerouac, justement, qui, à demi-fou, en Bretagne, remontant aux sources, portant sur son poids à la fois le chagrin, la souffrance du Canadien errant, chassé de son foyer, ayant appris une langue étrangère et ayant triomphé d'une certaine manière avec une langue étrangère, devenu le plus important écrivain de sa génération. Ce qui étonnait beaucoup ses amis aussi, Ginsberg et Burroughs et Grégory Corso, sa canadianité était une source de rêverie. Ginsberg aussi a rencontré, je ne sais plus dans quel livre, Kerouac a présenté à sa mère, Allen Ginsberg. Et Ginsberg avait été, je pense que lui aussi était assez proche de sa mère d'une certaine manière. Et je pense qu'il avait été assez épaté par la vivacité de mes mères, je pense en tout cas. Mais ça fait rêver d'imaginer dans le Massachusetts ce poète juif new-yorkais assis sur le sofa, buvant une bière avec mes mères, et avec mes mères qui avaient un accent anglais à couper au couteau. Et on imagine l'espèce de le barbu fumeur jointeur devant l'Éternel et mes mères venant du Québec. C'est ça aussi l'Amérique. Alors, je vous ai raconté ma propre arrière-grand-mère qui s'appelait Florida, vous imaginez. Elle est née, quand elle est née à Saint-Paul, Minnesota, donc c'est une franco-américaine. Quand ses parents ont quitté les États-Unis pour revenir au Québec, elle ne parlait pas, elle était petite fille, elle ne parlait pas un mot français. Et après, elle avait tout oublié l'anglais. Et elle vivait, oui, près d'une réserve indienne. Alors, tout ça fait rêver, Et quand j'allais visiter ma grand-mère dans les derniers moments de sa vie, elle se faisait hospitaliser à répétition et on me demandait, ma grand-mère qui s'appelait Eva, on me demandait le nom de famille et le prénom de sa propre mère. Et les infirmières étaient assez médusées. Florida. Ouais, Florida. Bon, écoutez, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain. Et à demain, et à demain. Et à demain. En espérant que cette vidéo aussi, la vidéo de demain, soit plus... je me laisse aller. Je ne pensais absolument pas vous évoquer devant vous ce soir la souffrance physique, le poids physique, le poids culturel de Jack Kerouac. Je ne pensais pas mais pour tous les écrivains québécois et les non-écrivains québécois, les écrivains de la négativité, si vous préférez, Kerouac reste emblématique. On ne peut pas reste hyper emblématique pour nous. Et voilà. Alors, c'est tout. C'est tout pour ce soir. Alors, à demain.